vous invite chaleureusement à accueillir Monsieur Nicolas Felguer. Quelle introduction, Nicolas, c'est incroyable. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais été présenté comme ça. C'est fantastique. J'ai beaucoup de gratitude, Nico, d'être là avec toi. Depuis quelques années, je me suis donné la règle d'accepter ou d'essayer de donner un maximum de mon temps aux gens que j'apprécie. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être là avec toi aujourd'hui, avec toute ta communauté. Je ne sais pas combien de personnes ça représente, je ne sais pas où ils sont sur la planète. Nous deux, en tout cas, rien que nous deux, on est à 3000 km l'un de l'autre. Exactement. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir, Nico, vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie, je suis ravi d'être là. Je vois que tu es un grand professionnel de l'image parce que quand tu étais dans l'antichambre, il y avait une belle peinture colorée magnifique de toi derrière. Et je t'ai vu parce que je vois en arrière ce qui se passe. Tu es allé mettre un beau fond d'écran. Et en général, je suis assez soucieux de ça, moi aussi. Et comme je l'expliquais en préambule, changement de lieu. J'ai dû adapter mon agenda de la journée pour venir aider mon fils à emménager dans son nouvel appartement en tant qu'étudiant, dans lequel je me trouve avec des éléments de cuisine derrière. Et je vais assumer en pleine authenticité que c'est dans ce contexte-là que ça se fait, mais que si je ne m'adapte pas pour mon fils, je ne serai pas un bon leader. Ok. Alors ça, c'est pas un fond d'écran, Nico. Non, c'est chez toi. C'est un mur de mon salon de la maison, ouais, exactement. Ouais, je suis pas surpris. La peinture d'avant que tu as vue, c'était Nelson Mandela. Et ça, c'est une des citations de Nelson Mandela. Et à chaque fois que dans la famille ou que mes enfants ont une difficulté ou un doute au-delà de ce que je peux leur transmettre, je leur redirige les yeux sur leur mur et je leur dis, voilà, lisez ça et ça va vous faire prendre de la hauteur et du recul pour... quoi qu'il se passe, vous sortirez gagnant de ce qui est en train de se passer. Quoi qu'il se passe. Voilà. Magnifique. Super, Nico. Est-ce que pour les quelques personnes de ma communauté qui ne te connaîtraient pas encore, tu pourrais te présenter tel que tu le souhaites et tel que ton énergie du soir se trouve? Alors, je m'appelle Nicolas Felgier. Je suis conférencier. Je suis papa de deux petites filles magnifiques. J'ai eu la chance de grandir dans le sport de haut niveau et notamment le hockey sur glace. Comme Martin, on pourra en parler d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il a été capitaine de l'équipe du Canada, c'est incroyable. Oui. Voilà, je suis passionné de l'humain de manière générale, mais de manière spécifique aussi, avec toute la notion de l'humain liée à tout ce quotient social, toute cette capacité qu'on a à dépasser nos limites, à sortir de notre zone de confort, à aller au-delà de nos peurs, de nos craintes. Ma vie a été bercée entre le sport de haut niveau et le monde du spectacle, le monde du théâtre, parce que mes grands-parents avaient un théâtre pendant plus de 40 ans. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans ces deux sphères-là, sur ces deux matchs-là en même temps, ce qui est assez incroyable et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Clairement, il n'y a pas de hasard, ni dans ma génétique, ni dans mes passions, ni de ce que l'environnement familial et sociétal autour de moi m'a donné. Et voilà, à l'âge de 25 ans, quand je suis sorti du sport de haut niveau, j'ai voulu mettre tout ça dans un shaker, checker tout ça, la scène, le monde du théâtre, le sport de haut niveau et ma passion de l'humain, parce que tout ce que j'ai pu faire à l'université, je dirais comme module au-delà des choses très spécifiques, tournait autour de la psycho. Voilà, j'ai fait beaucoup de psycho du sport, j'ai fait beaucoup de psycho de l'histoire, j'ai fait beaucoup de psycho général, beaucoup de psycho de l'enfant. Et je savais que de toute façon, c'était dans ce chemin-là, dans ce prisme-là que j'allais évoluer et que j'allais vouloir grandir. C'était un peu mon ikigai à moi, quoi, tu vois. J'ai mis un peu de temps à le trouver avant d'être complètement aligné. Ça m'a demandé un petit peu de temps et un petit peu de travail. Mais voilà, donc c'est un mélange entre tous ces éléments-là. Et j'aurais pu le dire en fin d'intervention, mais je vais le dire tout de suite parce que ton histoire, qui soit au confluent de ces univers-là, elle explique aussi comment tu développes actuellement ton activité. Parce que tu es conférencier international, mais tu es un conférencier pas comme les autres. Je veux juste le poser. Toi, tu fais des spectacles. Toi, tu fais vivre des expériences. Toi, tu sollicites les gens à venir sur scène et se transformer par eux-mêmes à travers des mises en situation plus, et moi je vais le dire de mon regard à moi, et mieux que la plupart des conférenciers dont je fais partie. Et ça, je tiens à le poser tout de suite parce que c'est pas du fake, c'est pas du je vais faire du spectacle, c'est vraiment le fruit de tout ce que tu viens de nous dire, de ta parentalité, des arts du spectacle au sens large. Et si vous avez l'occasion
d'organiser des conférences, n'hésitez pas à faire appel à Nicolas parce que vous allez faire vivre à vos équipes des expériences incroyables. Je suis très heureux de pouvoir partager ça ici. Nico, Ouais. je t'en prie. Je voudrais te poser la question simple, probablement un peu caricaturale et qui n'a peut-être pas de bonne réponse. Quelle serait ta définition du leadership à toi? C'est une question puissante, profonde. Dans l'énergie, déjà, pour moi, le leadership doit être quelque chose de très englobant, de très bienveillant, contrairement à des fois ce qu'on essaye de mettre sur cette étiquette du leadership qui peut être des fois avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, des fois limite un peu violent ou un peu directif ou sous une espèce de forme de dictature. Moi, j'ai cette conviction que le leader, c'est quelqu'un qui n'est pas là en face de la personne en question ou d'un groupe en question, mais plutôt à côté et être là à aider, à supporter, à poser les bonnes questions finalement, à être le bon guide pour pas porter le cheval sur ses épaules, mais amener le cheval sur le chemin à trouver son propre chemin et même si des fois il en sort, savoir pourquoi il en sort et être là, voilà, comme un guide, avec de l'inspiration bien sûr, avec des exemples, mais tu sais, moi je viens en tout cas dans mon parcours entre guillemets académique, au-delà de mon université de sport, de mes masters, etc. Je me suis formé en PNL et si je devais résumer la PNL en quelques mots, c'est l'art de pouvoir amener la personne à trouver sa propre solution parce qu'on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de solution absolue, mais chacun a sa propre vérité, sa propre solution pour aller d'un point A à un point B ou pour atteindre un objectif. Et moi, j'ai la conviction que chacun a sa propre solution, que la solution est en soi au final et le leader, c'est la personne qui arrive à éveiller ça, à éveiller finalement pas un chemin précis qui est soi-disant le chemin de la vérité ou le chemin de la réussite ou le chemin du succès, mais sa propre conviction, sa propre vérité, sa propre lumière. Et c'est ça qui me fascine moi chez l'être humain fondamentalement. C'est pas avoir de dogme, même si c'est difficile. Hein. J'essaie de me l'appliquer à moi-même, c'est pas toujours évident, pour pas être donneur de leçons ou pas être vu comme un gourou ou une espèce d'aura un peu des fois un peu surfaite ou marketing, mais vraiment faire en sorte avec beaucoup de lumière de faire émerger le meilleur chez la personne. Voilà. Ouais, j'adore. J'adore et je ne suis pas étonné de cette définition et de cette suggestion que tu nous proposes d'être celui qui est là pour éveiller la capacité de la personne à trouver sa propre solution. Je sais que dans tes spectacles, dans tes conférences, tu travailles notamment et tu aides les membres de l'auditoire à réfléchir et à travailler sur un sujet qui est un grand poncif du développement personnel, mais qui est très important, qui est celui des croyances limitantes. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue sur le sujet, s'il te plaît? Les croyances limitantes, tu sais, ça a commencé. Alors moi, j'ai fait beaucoup de recherches au sujet. Ça commence pas à la naissance, mais ça commence déjà même intra-utérin, hein, parce qu'on sait qu'à partir de 3 mois, ce petit être commence à enregistrer des choses, des sons, des comportements, des énergies. Donc ça avant la naissance. Et qu'entre 0 et 6 ans, quand on est dans la première phase identitaire, on n'a pas de filtre. On a 0 filtre. C'est-à-dire que tout ce qu'on prend de nos pères, entre guillemets, donc papa, maman, tonton, tata, nos grands frères, nos grandes sœurs, les grands-parents, etc., on le prend pour argent comptant parce qu'on n'a pas de filtre. Pas de filtre de libre arbitre. Et donc, on sait que c'est dans cette période-là, de 0 à 6, si j'enlève l'intra-utérin, que, en fonction de ce qu'on a reçu à la maison, mais aussi en dehors de la maison, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es beau, t'es pas beau, tu sais faire, tu sais pas faire, t'es capable, t'es pas capable. On enregistre de manière totalement inconsciente pour la grande majorité un certain nombre de croyances. Heureusement, toutes ne sont pas limitantes. Oui, absolument, absolument. Et on sait, des fois, il y en a des aidantes, mais et souvent aussi, elles se font par les parents ou par la sphère sociale ou familiale ou amicale de manière souvent inconsciente, mais on enregistre un certain nombre de croyances et on met des années, si pas pour certains toute une vie, à s'en débarrasser. Je donne un exemple tout bête sur lequel moi j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé ce métier-là. C'était la métaphore toute simple de on est parents, on a notre enfant qui monte sur un mur. 90% de la réaction des parents, c'est de dire non, 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 descends, tu vas tomber, tu vas te faire mal, descends de là. C'est une réaction normale, par peur de voir son enfant blessé, etc.
Alors qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau, et puis c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on sait aujourd'hui, des études ont prouvé que, tu parlais de leadership avant, dans la définition, le leadership va aller à côté et va dire, OK, alors avant que tu commences ton périple de marcher sur ton muret, je vais juste t'indiquer qu'effectivement, je vais te demander de te concentrer, tu es capable de le faire, je sens que tu as la confiance pour pouvoir le faire, je vais juste me mettre à côté de toi pour t'aider ou t'assurer si y a un problème ou si à un moment donné, tu ne te sens plus en capacité de le faire. Et en fait, ça change complètement la psychologie et la croyance de l'enfant, parce qu'à force d'entendre pendant des années, tu n'es pas capable ou ne le fais pas, ou c'est trop chaud, ou c'est trop dangereux, ou tu ne peux pas y arriver, ou tu es trop petit, ou tu es trop jeune, ou tu n'es pas assez beau, et ben, au final, on crée tout un paradigme de croyances qui nous limitent. Des fois, elles sont superficielles, des fois, elles sont plus ou moins profondes, et des fois, certaines sont extrêmement profondes quand ça a été très violent, notamment de la bouche des parents. Voilà, avec des comparatifs avec les frères et sœurs, avec des histoires de taille, de capacité, de beauté, tous les codes sociaux qu'on a dans notre société actuelle et qui font que ça a un impact très, très lourd sur nos croyances en tant qu'individu et en tant qu'adulte. Et c'est vrai que c'est important d'identifier dans la relation qu'on peut avoir avec autrui quel type de référent social je suis. Parce que pour un enfant, le référent social numéro 1, c'est le parent. Et donc, ce qu'il va lui dire va avoir beaucoup plus d'importance sur l'implémentation des croyances, quelles qu'elles soient. Un autre de second ordre pourrait être l'entraîneur de basket, le prof de chant, l'enseignant. Quelqu'un d'un peu plus éloigné peut être ça. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant de se dire, déjà, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, toi, c'est ton rôle de leader, c'est d'être à côté. Tu l'as dit tout à l'heure. Et l'exemple que tu donnes avec l'enfant, c'est je vais être avec toi, mais je vais te parer, je vais être à côté. Donc, en fait, tu as répondu immédiatement par une réponse de leadership cohérence avec ta vision. Et j'ajouterais ces dimensions-là. Quel type de référence sociale je suis aux yeux de la personne pour pouvoir, non pas en abuser évidemment, mais y mettre plus de vigilance sur ce que je vais envoyer à cette personne va jouer énormément. Il y a les croyances limitantes, les croyances aidantes dont tu parlais. On connaît aussi, peut-être que c'est l'occasion de les partager, tout ce qui est de l'ordre des injonctions paradoxales ou des drivers que tout l'écosystème et l'épigénétique nous donnent dès l'enfance et encore adulte à travers des messages ou des mots d'ordre comme fais vite, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts. Et là, ce qui pourrait être chouette, c'est qu'on prenne un temps d'arrêt là et que vous puissiez réfléchir, vous qui nous écoutez, qui nous faites le plaisir d'être là. Est-ce que ce sont des choses que vous dites fréquemment? Moi, ce que je peux reconnaître en toute humilité, c'est que mes enfants sont grands maintenant. Margot a 15 ans, Clément a 18 ans. Mais lorsqu'ils étaient plus petits, on était beaucoup, dès la première microseconde de la journée où on essayait de les lever, à leur dire dépêche-toi, 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 lève-toi, le petit déjeuner, blablabla, et le soir, les devoirs, la douche, le repas, et couche-toi très vite, pour envoyer beaucoup de fais vite, fais vite, fais vite. Et parmi ces messages-là, fais vite, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts. Peut-être que vous pourriez prendre un temps à vous dire est-ce que je partage beaucoup de ces choses-là auprès de mes enfants si j'en ai, mais auprès de mon environnement adulte probablement aussi. Ça pourrait être une piste. Nico, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai souffert de ça étant jeune. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé ou pas, mais toute ma vie jusqu'en terminale, j'ai été dans les derniers de la classe, fondamentalement. Non, tu ne me l'avais pas dit. J'ai été dans les derniers de la classe toute ma vie sur une classe en général de 25 élèves. J'étais le 22 ou le 23 ou le 24e, même souvent le 25e. Pour différentes raisons que j'ai pu identifier, j'ai pu analyser avec les années après, notamment parce que ça ne m'intéressait pas et qu'on n'arrivait pas à me donner un engouement, une passion, une envie. Alors bien sûr, en sport et dans les matières qui m'intéressaient, j'étais chaque fois pour le coup soit premier, soit deuxième, soit troisième. Donc j'inversais la tendance, mais de manière générale, j'étais dernier. Et quand j'étais jeune, assez jeune déjà, même au début de mon adolescence, je disais toujours à mes parents, mes enfants n'iront jamais à l'école. Jamais. Ou alors ils feront une école différente. Et mes parents, surtout ma mère, me disait toujours oui, c'est ça, tu as raison, on verra quand tu seras grand, cause toujours, on verra. Et tu vois, au final, ça m'a tellement marqué. Donc, tu sais, c'est un peu le principe du yin et du yang, il y a toujours du positif dans le négatif et toujours du négatif dans le positif. Absolument. Au final, aujourd'hui, mes enfants sont dans une école alternative complètement différente. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de notes à l'école, il n'y a pas de livre de cartable à porter de 25 kilos pour partir à l'école le matin, il n'y a pas de réprimande à l'école parce qu'il n'y a pas de notation, ils travaillent ensemble, en groupe, sur des tranches d'âge extrêmement importantes et ils travaillent par objectif et par projet. Donc, on est sur une pédagogie qui est complètement différente et où on met beaucoup plus en avant
et ça revient au leadership, hein, finalement, Nico. Et oui. Ça amène à des êtres humains qui construisent leur manière de réfléchir, leur type de comportement, leurs décisions, leurs actions de manière complètement différente. Vraiment, fondamentalement. Ouais, et puis dès lors que tu les fais travailler par objectif et par projet, ce qui est magnifique, c'est que tu les prépares à ce que sera leur vie d'adulte. Travailler par objectif et par projet, et probablement en collectif, justement, en essayant d'être davantage dans l'entraide, le support, dont on sait que sans attendre le retour, on en aura le retour sous une autre forme à un autre moment, et le faire avec le plus grand des altruismes et aider les autres à avancer. Tu vois, ma fille qui rentre en centre de formation de basket, elle rentre donc en première année et il y aura une deuxième année et une troisième année. Et ce que j'observe, c'est comment les troisièmes années accueillent les premières années. Et c'est hyper intéressant parce que c'est de leur capacité de leader de demain à se dire ouais, moi j'étais là à la place 2 ans en avant, je sais à quel point ça peut être nouveau, inconfortable, stressant, etc. Quelle est la part il y a 5 joueuses de troisième année de l'équipe dans laquelle elles se trouvent, de dire allez, on va vous faire avancer, on va vous expliquer, on va vous dire comment ça se passe. Ou bien, le premier matin où il y a eu un entraînement de 7h à 9h, on ne leur dit pas où se passe le petit déjeuner ou s'il y a ou pas, et elles vont y aller sans avoir pris le petit déjeuner. Tu vois, ce genre de choses. Mais qui a ses avantages, parce que ça va les aider à s'endurcir, à se préparer, etc. Je trouve ça toujours chouette de se dire, comment est-ce que je peux aider quelqu'un dont j'ai déjà marché le chemin à le faire avec peut-être, il doit faire ses épreuves, il n'y a aucun doute là-dessus, mais un poil plus d'assurance, de conseils, de soutien, de renfort, parce qu'en faisant ça, non seulement j'aide la personne à grandir mieux, mais moi, je grandis dans le même temps. Et je trouve ça assez fascinant, et je pense que à nos enfants, et je le disais tout à l'heure, toi et moi, on est très tournés vers nos enfants. La preuve en est, hein, si je suis ici dans ce contexte-là, c'est pour mon enfant. C'est incroyable ça, Nicolas. Tu sais que ce que tu viens de me dire là, ça m'inspire énormément. C'est incroyable ça. Alors que je sais à quel point ce sommeil il est important pour toi. Finalement, Oui. faire ça dans le studio étudiant de ton fils, waouh, c'est une marque d'amour qui est gigantesque. C'est énorme. Ouais. Et même au tout début, là, quand j'ai ouvert le sommet, là, il y a une petite heure de ça et que j'avais Virginie, j'avais mis un fond d'écran virtuel, tu sais, un truc pour pas montrer machin. Et puis j'ai dit, et allez, c'est bon, je vous explique. Voilà où je suis en vrai et let's go, quoi. Et je pense pas que ça me rende moins professionnel. Et dans tous les cas, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre et peu importe. C'est ça, je te suis à 100%. Est-ce que tu es réputé comme étant, pour moi, le seul qui arrive en quelques instants, à transformer des résistances chez des personnes. Il peut y avoir des personnes qui ont des blocages, des résistances, des choses qu'elles n'oseraient pas faire, potentiellement sur ta scène ou dans la vie. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important pour toi de contribuer à ça? Parce que je trouve ça absolument magnifique. Alors écoute, je me suis formé, je t'ai dit, avec mon mentor pendant 3 ans au Québec justement. Et dès le départ, le projet, la première année, c'était pour le faire pour moi d'abord personnellement, pour grandir personnellement, pour nettoyer des choses. Je savais que j'avais encore je pense qu'on en a toute sa vie, des zones d'ombre, mais en tout cas, je voulais déjà, moi, avant de pouvoir accompagner des gens, pouvoir moi, déjà faire un ménage, même si j'ai pas eu un ménage si important que ça à faire. Hein. J'ai eu des parents aimants. On m'a jamais enfermé dans une armoire. J'ai jamais eu de problème ni de drogue ni d'alcool, entre autres. Mais on a toujours des choses, voilà, qui peuvent nous limiter de par un contexte, une éducation, une famille. Enfin voilà. Et au bout de la première année, quand j'ai avancé dans le cursus, très vite, ça s'est dessiné sur le fait que j'allais en faire un métier et puis l'utiliser comme un outil réellement d'accompagnement, de thérapie, de coaching. Mais en même temps, je cherchais mon ikigai. C'est-à-dire, je cherchais précisément comment le faire, pourquoi le faire, dans quel sens et quelle était ma valeur ajoutée à moi. J'arrive à ta réponse à ta question, enfin à la réponse à ta question. Prends le temps, c'est très important tout ça. Prends le temps. Ouais, c'est ça. Quand j'ai été certifié, j'ai été diplômé, j'ai eu mon cabinet pendant 3 ans, je faisais beaucoup de one-to-one, mais je sentais que ma vraie place, elle était sur scène. Et je suis allé voir mon mentor et je lui ai dit, voilà Nicolas, parce qu'il s'appelait aussi Nicolas, c'est incroyable. Et je lui ai dit, écoute, voilà Nicolas, mon objectif, c'est de pouvoir faire ça, mais de le faire sur scène, en accompagnant les gens sur scène et en faisant ça plus en 4, 5 ou 6 séances, mais en faisant ça en 4, 5 ou 6 minutes.
Alors, bien entendu, Nicolas, on n'est pas du tout sur le même niveau de profondeur. C'est-à-dire que si j'accompagne demain quelqu'un sur 4, 5 ou 6, je ne le fais plus aujourd'hui en individuel, hein, clairement plus, mais quand je le faisais encore, accompagner quelqu'un sur 4, 5 ou 6 séances de 1 heure, 1 heure 15, même des fois 1 heure 30, bien entendu, hein, c'est un phénomène logique et scientifique. On n'a pas la même importance, enfin la même profondeur en tout cas, que sur 4, 5, 6 minutes. Donc j'ai dû réapprendre mon métier une deuxième fois. J'ai quasiment tout repris à zéro pour réapprendre mon métier, avec l'aide de mon mentor d'ailleurs, pour me dire, OK, sur quelle strate, sur quel niveau je veux avoir de l'impact. Je n'aurai pas le même niveau de profondeur, mais je vais avoir un impact sur une strate précise. Wow. Et cette strate précise, c'est celle qui m'a toujours fasciné, c'est la prise de conscience. Parce que moi, dans ma vie, il y a des prises de conscience que j'ai mis 2 mois, certaines 6 mois, certaines 5 ans, certaines 10 ans à avoir. Mais il y a aussi des prises de conscience que j'ai mis 1 seconde à avoir. Et notamment, par exemple, pour la petite anecdote, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai arrêté le lait. Moi, j'ai arrêté de boire du lait en 1 seconde. Dans un séminaire, je buvais du lait depuis 30 ans. Je buvais quasiment 1 litre de lait de vache par jour. J'ai arrêté pour différentes raisons. Le sujet, il est un peu long, donc je ne suis pas là pour ça, mais j'ai arrêté le lait, pas le lendemain matin à mon petit déjeuner. J'ai arrêté le lait ce jour-là à ma place. J'étais avec 10 000 personnes dans ma tête, disant, ça y est, maintenant, tu arrêtes le lait. 10 000 personnes, c'était pas chez Tony Robbins? Exactement, c'était chez Tony Robbins, entre autres. J'ai fait la même alors. Peut-être pas la même année, mais j'y étais. Hein. On était 11 000 à Londres. Moi, j'ai fait à Londres aussi. J'ai fait 2012 et 2013, donc c'était vraiment dans mes débuts. Hein. Ça date d'il y a 10 ans. J'ai fait Londres en 2012 et Chicago en 2013. Mais il y en a eu d'autres. Il n'y a pas eu que Tony Robbins. Tony Robbins, c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie. Oui. Il y a des choses auxquelles j'adhère beaucoup moins. Mais en tout cas, bon, ça fait partie des gens qui ont pu m'inspirer durant ma carrière. Et donc, je me suis focusé là-dessus. Pour aller précisément maintenant à ta question, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux être dans une salle de spectacle, faire monter quelqu'un sur scène et avoir l'impact en l'espace de quelques minutes de lui faire changer son état d'esprit sur son rapport soit à une peur, soit à une croyance limitante en l'espace de quelques minutes. Et créer le lien entre ce qui se passe avec moi sur scène et ce qui se passe dans la vraie vie de la personne. Magnifique. Et donc, comme tout, toi qui viens du monde du haut niveau et du basket, c'est comme finalement passer des heures et des heures à faire des lancers à 3 points. Et à force d'en faire pendant des semaines, des mois, des années, j'ai réussi à développer cette capacité-là d'une personne qui monte sur scène et qui me dit « Nicolas, c'est impossible, je ne mettrai jamais de ma vie ma main dans ce bocal pour récupérer cette clé parce qu'à l'intérieur de ce bocal, il y a une tarentule ou il y a un serpent. Je ne le ferai jamais. » Et c'est là que la magie commence en fait. La magie commence à partir du moment où la personne, elle me dit « Nicolas, c'est impossible. » Et là, le truc se passe et c'est là où finalement, moi, j'ai le plus de plaisir. Alors ça, c'est mon côté sportif de haut niveau, enfin en tout cas ancien sportif de haut niveau. Le challenge de réussir à me dire, chez cette personne-là, il y a une brique, il y a un mur, il y a un coffre blindé. Et comment est-ce que je vais réussir à passer la clé pour que la personne, en quelques minutes, au moins, elle ait la prise de conscience de se dire, ouais, finalement, il a ouvert une porte et peut-être que dans ma vie, je peux changer de métier. Je peux aller monter mon restaurant en Thaïlande parce que ça fait 10 ans que j'en rêve. Je peux être papa demain et quand même faire un enfant malgré toutes les barrières que je me mets. Je peux prendre ce poste que je rêve depuis 2 ans, mais où je me sens incapable, où je n'ai pas la confiance de le faire. Et donc, j'ouvre le champ des possibles. Comme on l'a fait avec moi pendant longtemps, finalement. Tu vois, moi, je suis juste finalement pas un vecteur, mais un messager. Voilà, un messager. Nico, le leader d'éveilleur, à messager. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment magnifique. Je voulais juste remettre à l'écran parce que tu as parlé d'un sujet qui est fondamental, qui est vraiment important, que je vais donc arriver en appuyant sur les bons boutons à mettre à l'écran. On parlait de l'ikigai à l'instant et c'est juste, moi je suis très très fan de l'ikigai également. Vous vous rappelez à quel point notre ikigai, là c'est vraiment la vision la plus synthétique et simpliste même possible, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais c'est ce qu'on va pouvoir trouver au confluent de 4 espaces. D'une part,
ce que vous aimez, d'autre part, ce dont le monde a besoin, parce que je peux aimer quelque chose et en même temps que ça ne correspond pas à un besoin du monde. Ensuite, ce pourquoi on peut être payé, parce qu'une des versions de l'ikigai, c'est que du coup, on peut réaliser notre vie, gagner notre vie à travers cet ikigai. Et puis, le dernier, c'est quelque chose dans lequel on est doué. Et donc, Nico a cherché pendant longtemps son ikigai. C'est rigolo que tu dises ça, parce que moi, je me rends compte que je pensais à peu près l'avoir trouvé et qu'en fait, il est en train de m'exploser positivement au visage en ce moment, avec de plus en plus de clarté, à travers des actions que j'ai menées toutes ces années avec succès, mais sans même me rendre compte que c'était nécessairement mon ikigai. Donc, c'est vraiment... merci d'avoir rappelé ce concept qui est fondamental, parce qu'il est très aidant quand on est, comme tous les leaders, et quel que soit leur titre ou leur statut, comme on n'arrête pas de le dire depuis ce début de sommet, dans la volonté de se réaliser pleinement, d'une part, mais au service du monde, au service d'autres humains, et dans un cercle vertueux, mais en l'occurrence dans 4 cercles vertueux. Écoute, pour la petite parenthèse, et je ne vais pas m'étendre trop parce que je sais que le temps est limité. Sur Netflix, actuellement, il y a une série qui s'appelle Les centenaires des zones bleues. C'est les 5 zones bleues dans le monde où il y a le plus de centenaires sur la planète. Et une des zones, c'est les îles d'Okinawa, dans le sud du Japon. Et ce qu'ils expliquent, les gens qui sont centenaires, ils expliquent qu'au-delà de ton alimentation ou de ou de tes activités physiques, la chose qui pour eux leur donne la conviction de vivre longtemps et surtout en bonne santé, parce que c'est pas aujourd'hui, on n'est plus dans le fait de vivre longtemps, on est dans le fait de vivre longtemps, mais en bonne santé, en bonne forme physique pour faire des activités sociales, familiales, etc. Et ils te disent que si tu n'as pas trop, enfin, en tout cas, les gens d'Okinawa, de la région d'Okinawa, parce que l'ikigai, c'est un concept plutôt asiatique, hein, ils te disent que si tu n'as pas trouvé ton ikigai, tu ne peux pas vivre longtemps parce que tu perds le sens de ta vie. Et tu n'as plus de raison réellement, une fois que tu es à la retraite notamment, de te lever le matin et de t'endormir le soir en sérénité. Et moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Je trouve ça vraiment, au-delà de la passion, je trouve ça fascinant, vraiment. C'est passionnant. Le titre exact de cette série Netflix que j'ai dévorée, c'est 100 ans de plénitude. Et effectivement, ça démontre, je vous le montre là en partage d'écran, où se trouvent des zones bleues. Et on est dans un sommet, il y a du public, etc. Je te dirai en aparté pourquoi ça m'a beaucoup parlé, parce qu'en relation avec mon ikigai, inconsciemment, tu as fait un lien avec mon ikigai. En relation avec mon ikigai, je suis en train de travailler sur un concept de ce que pourraient être les équipes bleues, à savoir des équipes qui sont harmonieuses, qui intègrent les individus et qui trouvent des justes équilibres dans une vision inspirée, une performance engagée, une sérénité incarnée. Et je suis en train de travailler sur la conceptualisation des équipes bleues en relation d'une part aux zones bleues dont tu parlais à l'instant. On est tellement connectés, Nico, c'est incroyable. Et en relation également, mais vraiment, c'est stupéfiant. Et en relation aussi avec ce sujet fondamental des océans bleus dans lequel se trouver pour faire toute cette différence. Et toi, tu es un exemple de plus de l'océan bleu parce que ton métier, je le disais tout à l'heure, tu l'exerces de façon absolument singulière et différente de beaucoup d'entre nous. Donc, c'est très, très rigolo qu'on y aille sur les zones bleues là. Mon mentor Martin est déjà là dans l'antichambre. J'espère qu'il a entendu ça parce que Martin, dans une prochaine séance, je vais te parler des équipes bleues. Il me fait signe comme ça. Il n'y a pas de hasard, Nicolas. Il n'y a jamais de hasard. Quel que soit le bon ou le mauvais, il n'y a jamais de hasard. Exactement. Nico, quel conseil tu donnerais à des gens qui se disent « Ok, très bien, tout ça, le leadership, mais moi, je ne suis pas vraiment un leader et pourquoi ça s'adresserait à moi, ces sujets-là » Parce que pour moi, être un leader, ce n'est pas nécessairement, et c'est des fois ce à quoi j'adhère pas quand je regarde certaines personnes ou certains individus qui ont une enveloppe très marketing. C'est pour moi, être un leader, c'est pas nécessairement être le premier, le plus fort ou le plus beau. Être un leader, c'est être un leader déjà de sa propre vie à soi. C'est être aligné avec soi-même. C'est être bienveillant. C'est être aligné avec ce qu'on aime, avec qui on est, et le propager autour de soi. Hier, je t'ai envoyé une vidéo que d'ailleurs j'ai envoyée à personne d'autre parce qu'elle est actuellement en construction avec mes équipes. Et parce que je voulais aussi que Nico me voie dans la vraie vie, hein, dans la vidéo. Alors, tu n'as peut-être pas encore vu les images où je pleurais, où j'étais à l'hôpital, etc. Mais globalement, ça fait aussi partie de ma vie, tout ça. Et pour moi, être un leader, c'est déjà être un leader de sa propre vie.
Et on n'a pas besoin d'être leader demain pour être un chef d'entreprise ou pour être un sportif de haut niveau ou pour être un homme politique ou pour être un acteur de cinéma ou déjà être un leader de sa propre vie, c'est-à-dire prendre les actions qu'il faut, prendre les décisions qu'il faut, avoir les comportements qu'il faut autour de soi, parce que c'est ça qui compte au final. Souvent, on me dit, tu fais un des plus beaux métiers du monde, tu fais des spectacles et des conférences devant 1000, 1500, 2000 personnes. Oui, mais ça dure 1h30, ça dure 2 heures. Le reste du temps, je suis avec mes copains, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. Et être leader, c'est ça qui compte au final. C'est ma vie de tous les jours. Moi qui ai grandi dans le milieu artistique, je sais à quel point certains artistes, ils brillent quand les lumières sont allumées et quand les lumières sont éteintes, c'est dramatique, c'est catastrophique parce qu'on n'a plus cette reconnaissance, cette énergie, cette adrénaline. Et pour moi, être un leader, c'est être constant. C'est avoir un équilibre qui nous rend heureux et qui fait qu'on prend des décisions et qu'on a des actions au quotidien qui nous font avancer et qui nous épanouissent dans la vie de tous les jours. Tu vois, ce matin, je me suis levé, j'ai commencé ma journée par 15 minutes de méditation. J'ai posé mes enfants à l'école, je leur ai dit que je les aimais plus que tout. Et après, je suis allé nager pendant 1h30. Mais ça, je n'ai pas besoin ni de gyrophare, ni de scène, ni de lumière, ni de réseaux sociaux pour le faire. Et pour moi, être un leader, c'est ça. C'est pas forcément la partie immergée de l'iceberg où on voit que la réussite et le succès. C'est quel est le quotidien de chacun, quel est le quotidien de la personne réellement. Moi, c'est ça qui m'importe. Et c'est ça qui m'importe dans les gens que j'accompagne. Je m'en fiche, moi, demain, que tu sois le premier ou le plus beau ou le plus fort. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, on parlait d'ikigai tout à l'heure, c'est de trouver ton ikigai et que tu sois à ton plein potentiel pour finalement arriver à qu'une seule chose. C'est être heureux en réalité. C'est ça qui compte. C'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est souvent du marketing. Puis ça dure qu'un temps, tu sais. Moi, j'ai la chance de énormément d'artistes et des gens très connus dans le monde. Ça reste passager, quoi qu'il en soit, ça reste passager. Même le succès, la réussite, souvent, c'est pas quelque chose qu'on a 50 ans ou 60 ans, où c'est très rare. Par contre, ce qu'on façonne dans sa vie de tous les jours, ça, c'est ce qu'on a et ce à quoi on vit au quotidien. Ouais, c'est important parce qu'on l'a évoqué, je crois que c'était hier, lors d'une intervention d'hier, de bien différencier son identité personnelle de son identité professionnelle et de bien être très au clair sur le fait que l'identité professionnelle n'est qu'une partie et ne nous définit pas, parce que souvent on y raccorde le résultat de ce qu'on fait professionnellement, en l'occurrence les succès et les échecs, et de l'un et de l'autre, il est très important de se détacher pour revenir à qui on est au quotidien. Le fait qu'aujourd'hui je fasse ce sommet dans le studio d'étudiants de Clément, mon fils, que toi, comme moi d'ailleurs, tu dises à tes enfants tu les aimes quasi à chaque fois, que quand je croise ma fille, alors là elle est en centre de formation, mais quand je la croise à la maison, à chaque fois qu'on se croise, on se touche la main comme ça. C'est ça le plus beau, et ça restera quoi qu'il se passe en réalité. Exactement. J'ai envie de te poser une question qui peut-être n'élèvera pas le débat, et c'est pas grave, j'en assume le sujet. Moi, je suis assez fan, alors peut-être que ça semblera pas au leadership, mais je suis assez fan de cette émission qui s'appelle Koh-Lanta. Parce que pour moi, c'est un vrai laboratoire de ce que sont les relations humaines. Alors, ok, c'est télévisé, donc il y a ce biais probablement là, mais c'est un vrai laboratoire des relations humaines, de comment est-ce que tu fais pour avoir des stratégies d'influence auprès des uns des autres, comment est-ce que tu peux rester toi au sein d'un collectif avec des objectifs qui soient individuels, et évidemment, cette surpression, des conditions ultra précaires. Tu as vécu cette expérience, Nico. Je sais que tu ne le mets pas nécessairement plus que ça en avant. Ma question, elle est toute simple. Quel type d'enseignement tu as pu retenir sur toi, évidemment, de cette émission, de cette expérience, même au-delà de l'émission? Alors, avant de faire un détour, je vais répondre concrètement à ta question. S'il y a une seule chose qui m'est restée de cette expérience-là, de 3 semaines sur une île déserte à vivre avec rien, c'est définitivement, au-delà de mes enfants, supprimer ma peur du lendemain. Parce que mon inconscient et mon conscient ont intégré que demain, si je me retrouve n'importe où dans le monde avec rien, mais quand je te dis avec rien, c'est avec un short et rien d'autre, j'ai la capacité de vivre et de survivre. Et ça, c'est la chose la plus forte que ça m'a appris. Ça va peut-être te surprendre, mais j'ai fait Koh-Lanta à 26 ans, donc je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui, puisque j'en ai 44, donc ça fait 18 ans que j'ai fait Koh-Lanta. Mais à l'époque, quand je l'ai fait presque d'une manière un peu naïve,
sans aucune stratégie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas allé au bout, parce que je n'ai pas mis de stratégie en place. Comme à chaque fois, comme à chaque édition. Voilà. Et heureusement, Nicolas, au final, que je n'ai pas mis de stratégie en place, parce que de toute façon, je me serais éloigné de qui j'étais. Et d'ailleurs, j'ai eu une très belle sortie quand je suis sorti du jeu. Globalement, l'équipe m'a salué, l'animateur m'a salué en me disant « Nicolas, il est resté fidèle à qui il est du début jusqu'à la fin. Il est resté valeureux et clair, hein, sans faire des jeux d'ego ou de marketing. » Mais j'y suis allé, moi, pour aller vivre une expérience différente du haut niveau du sport, parce que j'étais jamais allé aussi loin physiquement de là où je suis allé en étant à Koh Lanta. Hein. J'ai perdu quand même 12 kilos en l'espace de 21 jours. Je suis tombé dans un coma superficiel pendant quelques heures. Mon corps a lâché, mon psychique a lâché. Et c'était ce que j'allais chercher à ce moment-là. Ma relation aux autres, moi, j'ai pas eu trop de soucis à m'adapter à des différences de comportement, etc. Mais quel cadeau de la vie, Nico. Quel cadeau de la vie de supprimer définitivement dans mon quotidien cette peur du lendemain, en tout cas en ce qui me concerne moi. En ce qui concerne ma famille et ma responsabilité en tant que père, ça c'est autre chose aujourd'hui, mais j'ai une peur que je travaille pour mes enfants forcément, même si j'essaye de la travailler, de la cadenasser, de la verrouiller. Mais pour moi, en tout cas, demain, je sais que si je dois vivre dans un endroit sans argent, sans moyens de communication, sans aucun artifice, en étant quasiment à l'état sauvage tout nu, comme mon inconscient a vécu cette expérience-là, je sais que je peux le vivre. Alors bien sûr, ça demande une adaptation complètement folle et dingue, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. En revenir un peu à travers les expériences de type Tony Robbins et les autres, il y a des choses que je peux faire qui sont possibles au-delà de ce que je pouvais imaginer préalablement. Et d'ailleurs, ce qui est un des constitutifs de ton Ikigai, d'amener d'autres êtres humains à transmuter ça également, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce fil conducteur dans ta vie. Hein. Transmettre, aider les gens à trouver le sens de leur vie, ça c'est sûr, parce que, on en avait déjà un petit peu parlé, mais moi j'ai cherché le sens de ma vie, Nico, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, quand j'ai arrêté le sport de haut niveau et que j'ai commencé à aller chercher où est-ce que je voulais aller, ça marchait plutôt bien dans tout ce que je faisais, parce que globalement, je suis un garçon plutôt engagé et j'aime bien apprendre et comprendre et me démarquer. Mais je n'étais pas à ma place. À chaque fois, il me manquait fondamentalement quelque chose. Et souvent, les gens me disaient autour de moi, mais Nicolas, tu as tout maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as tout. Mais en fin de compte, tu as tout, mais tu n'as rien. La réalité, c'est que tu n'as rien. Quand tu n'as pas de ton Ikigai, quand tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin et qu'est-ce qui te passionne et où est le sens de ta vie, à quoi tu contribues fondamentalement. En tout cas, pour moi, c'était un poids qui était extrêmement lourd. Et très vite, quand je me suis lancé dans ce métier, je savais que ma vocation, ma mission de vie, mon Ikigai à moi, c'était d'amener les gens à trouver le sens de leur vie. Et aujourd'hui, après presque 15 ans maintenant, j'ai la chance d'avoir des feedbacks de gens qui font des choses extraordinaires. Tu vois, comme beaucoup voilà, c'est notre métier. Donc, toi, j'imagine que c'est la même chose et que certaines personnes qui nous suivent, c'est la même chose. Et Martin, qui est en back-office, c'est la même chose. Et voilà, mais en tout cas, accompagner les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et à trouver qui ils sont pour être plus épanouis et avoir un sens, trouver le sens de leur vie, pas de la vie, mais de leur vie, c'est fantastique. C'est fantastique. Et c'est bien en revenir à l'être versus l'avoir, parce que quand on te disait tu as tout, ok, très bien. La vraie question, c'est qui suis-je? Et c'est remettre les choses dans le bon ordre, à savoir be, do, have, être, faire et au final avoir. Et je pense que moi, je suis sur ce chemin-là. Je prétends pas encore être vraiment pleinement aligné dans cet ordre-là, mais je sais que c'est ma quête et que je travaille d'autant plus à cet être-là, parce que je sais que déjà, c'est la seule quête et qu'ensuite, elle est bénéfique pour l'ensemble de la chaîne. Or, souvent, on peut se concentrer un peu trop rapidement sur le have, sur l'avoir. Et c'est là où on passe à côté du sens que tu évoques et on ne peut pas être dans cette complétude, donc dans ce rayonnement plein entier des leaders. Waouh, Nico, c'était fantastique, c'était comme je m'y attendais. C'était vraiment chouette, que d'enseignement, que de sagesse. J'ai l'impression, Nico, qu'on pourrait rester. Mais oui. De dire qu'on n'a que 45 minutes. Nico, tu sais quoi, on va s'organiser un autre. On va inviter nos 2 communautés et toutes les autres communautés qui veulent nous rejoindre d'ailleurs à peut-être faire un temps plus important. Peut-être même, pourquoi pas, prendre des questions et tu vois, échanger tous les deux en complémentarité sur des choses. De toute façon, c'est à chaque fois un vrai moment de bonheur et l'instant présent, il est là. Tu vois, l'instant présent, il est là vraiment fondamentalement. Donc,
Non, top, super moment, Nico. J'en attendais pas moins. Et, et puis, c'est fantastique de réussir à inspirer aussi, à donner ça aux personnes qui nous suivent. Et puis, même des gens qui sont dans le métier. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le métier qui nous suivent aussi et qui Oui, s'inspirent. Moi-même, je continue ce matin, après ma sortie en mer, j'ai encore participé, moi, à une masterclass en tant qu'étudiant, tu vois. Donc, bien je sûr. continue en permanence à m'inspirer, à m'abreuver, à apprendre. Et c'est la quête ultime. Exactement. Rendez-vous est fixé. On va refaire quelque chose tous les deux où on partagera auprès de nos deux communautés respectives. De toute façon, c'est la plus parfaite incarnation de ce qu'on disait à l'instant, à savoir être. Être et cette vision commune qu'on a de transmettre. Donc, on a beaucoup de joie à faire ça. Nico, merci beaucoup du temps que tu as consacré. Passe vite, plein de temps avec ta belle famille. Et encore une fois, suivez Nicolas sur ses réseaux sociaux, voyez ce qu'il propose et n'hésitez pas à le solliciter pour aller évidemment au-delà de ces modestes 45 minutes. Merci beaucoup, Nico. Des grosses bises à toi. Merci, Nico. Prends bien soin de toi et continue. Je t'embrasse À bien très vite. fort. Moi À très aussi. vite, Nico. Bye Ciao. bye.